Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La première dame Dominique Ouattara est depuis hier à Kinshasa, en RDC, pour le 20e anniversaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. En marge de l'événement, elle a échangé avec les femmes ivoiriennes en RDC. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA leur sera octroyée dans le cadre du FAFSI. Et le gouvernement ivoirien qui veut de l'eau potable pour tous, l'usine de traitement d'eau potable de Lamé, qui a pour particularité l'extraction et de l'eau de surface, a été inaugurée ce matin par le Premier ministre Patrick Achi. Cela devrait régler la question de l'alimentation en eau potable des communes d'Abidjan. Et nous vous proposons dans le dossier VDC de ce 20 une enquête sur les cas de grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Après la région de la Nawa, nous mettons le cap ce soir sur le Gontougo qui accentue la lutte. Bondoukou sort de la zone de critique et montre le bon exemple dans la lutte contre ce phénomène. Un navire de pêche qui transportait près de 750 migrants a fait naufrage dans la nuit du 13 au 14 juin au large de la Grèce alors qu'il tentait de rallier l'Italie. Pour l'heure, seules 104 personnes ont pu être secourues. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La première dame, Dominique Ouattara, est depuis hier à Kinshasa, en RDC, pour prendre part au 20e anniversaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Et en marge de cet événement, la première dame ivoirienne a échangé avec les femmes ivoiriennes résidant dans ce pays. Elles vont bénéficier du FAFSI et une enveloppe de 300 millions de francs CFA leur sera octroyée pour financer leur projet. Abiba Dambele-Saoué est notre envoyé spécial. Ambiance de fête à l'hôtel Fleuve Congo ce vendredi en fin de matinée. Les femmes ivoiriennes résidant en République démocratique du Congo sont venues nombreuses saluer la première dame Dominique Ouattara. Elles sont regroupées au sein de l'Association des femmes ivoiriennes de la diaspora. Sa présidente, Mme Marietou Keïta, et ses sœurs ont bruyamment et joyeusement accueilli leur sœur, leur maman, Dominique Ouattara. Son Excellence Silas Adji Mech, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République démocratique du Congo, s'est dit honoré de la présence de la Première Dame aux côtés de ses compatriotes. Simone Guéma, la porte-parole des femmes, a traduit toute la joie de ses sœurs. Il est dit que chaque grand voyage commence par un simple pas. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons ici réunis, je ressens l'écho de ces pas résonnant à travers nos cœurs et nos esprits. Ce pas d'une dame dont l'audace et la détermination ont tracé des chemins vers un avenir meilleur pour toutes les femmes. La première dame de Côte d'Ivoire, d'emblée, a rassuré son auditoire sur la situation socio-économique en Côte d'Ivoire, nouvelle accueillie par des ovations nourries. Votre pays va bien, va même très bien, de mieux en mieux. Et vous avez également le bonjour et les salutations de mon cher époux, le président Alassane Ouattara. Dominique Ouattara a parlé à cœur ouvert à ses sœurs résidant en RDC, se rendant disponible pour toutes les préoccupations qui ont tourné autour des questions administratives, de délivrance de visas et de financement de projets. La première dame, après avoir écouté ses sœurs, a fait cette importante annonce. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous aurez 300 millions avec le FAFSI. Le FAFSI, c'est un grand succès dans le pays. C'est un grand succès pourquoi? Parce que quand je vous écoutais parler tout à l'heure, ce que j'ai retenu, vous avez dit, on n'a pas de moyens. Avec le FAFSI, vous aurez des moyens. Annonce qui a réchauffé les cœurs et la salle. Une annonce qui donne de l'espoir à ses épouses, à ses mères, à ses filles. Le président de la diaspora en République démocratique du Congo, Adama Dera, a au nom de la communauté offert une belle statuette à l'hôte de marque. Madame Sylvie Yao Patricia, directrice de cabinet de la Première Dame, a remis
Au nom de Dominique Ouattara, une belle enveloppe à l'Association des femmes ivoiriennes résidant en République démocratique du Congo. La rencontre a pris fin dans une chaude ambiance. Voilà, et la Côte d'Ivoire entretient aussi d'excellentes relations avec la République du Congo, justement à l'issue d'une visite d'État de 4 jours en Côte d'Ivoire. Le président de la République du Congo a quitté Abidjan pour Brazzaville dans la soirée d'hier. Il a été raccompagné, comme vous le voyez sur ces images, par le vice-président Temoko Meliette Kone et par plusieurs membres du gouvernement. Rappelons que cette visite d'État a été marquée par la signature de 13 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo, de quoi renforcer les liens entre les deux pays. Et ici, justement, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien veut de l'eau potable pour tous. Le Premier ministre et son équipe s'attellent à la mise en œuvre d'actions concrètes. L'usine de traitement d'eau potable de la Mée, qui a pour particularité l'extraction de l'eau de surface, a été inaugurée ce matin même par le chef du gouvernement, Patrick Achi. L'infrastructure va alimenter en eau potable plusieurs communes d'Abidjan, comme nous l'explique Franck Quadio. À 25 km de la capitale économique, le centre de traitement d'eau potable de la Mée dans la sous-préfecture de Brufut-Doumé. Particularité, le captage brut de l'eau à partir de l'eau de surface, son traitement et sa dispersion à travers la cité par le biais du château d'eau. C'est cette usine, un service en décembre 2021, que le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement, est venu officiellement inaugurer. Les populations riveraines sont au premier chef les plus heureuses. Monsieur le Premier ministre, nous savons aussi que notre projet d'usine d'eau potable situé à Niansome, dit à Niama-Débarcadère, est en voie d'achèvement sur les bords de la lagune Adjien, conférant ainsi à notre sous-préfecture d'être le bassin d'eau potable de la ville d'Abidjan. Toutes ces inaugurations d'infrastructures, d'hôpitaux et d'écoles traduisent de façon éloquente la fécondité de l'action gouvernementale dont vous êtes le chef. L'usine de traitement d'eau de la Mée est une infrastructure moderne, la plus grande de la sous-région selon les partenaires et opérateurs techniques, d'une capacité de 240 000 m3 d'eau par jour. Nous allons résorber les déficits structurels de production à Abobo et à Yopougon, entre autres, les deux communes les plus peuplées du Grand Abidjan, avec presque la moitié de sa population. Ce projet comprend également la fourniture et la pose de 26 km de conduites en fonte dans les communes d'Abobo et Cocody pour permettre la dispersion de l'eau produite. Et que les travaux de dispersion et de réalisation de canalisation de distribution en cours par PFO impacteront progressivement les différentes populations au fur et à mesure de leur avancement. L'usine de traitement d'eau de la Mée, mais aussi plusieurs projets du genre annoncés, dont l'exploitation de la nappe d'Abounaki. Le chef du gouvernement rappelle l'intérêt de ce regain d'activité infrastructurelle dans le secteur de l'eau. Jusqu'à ce que ce projet naisse ici à Abidjan, toute la ville d'Abidjan était approvisionnée par la nappe phréatique. C'est-à-dire que l'eau que buvaient les populations provenait de forages à 100-150 mètres de profondeur pour y extraire de l'eau quasi potable et le distribuer aux populations. La question de l'eau potable, au-delà de la ville d'Abidjan, et le besoin en eau potable touche toute la population ivoirienne. Et les efforts pour satisfaire à ces besoins le sont sur l'ensemble du territoire national. C'est de là que découle la vision, appelée communément la vision 2030 de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, qui se décline dans le programme, le PND 2021-2025, qui comprend donc un certain nombre d'ouvrages qui sont en cours de réalisation pour amener la totalité des populations à avoir accès à une eau potable et saine dans le cadre d'un projet appelé l'eau pour tous. Le projet Eau pour tous, qui inclut 105 000 branchements sociaux, le Premier ministre Patrick Achi, entre autres réalisations à venir, intègre
la construction de plus de 1000 pompes à hydraulique dans les localités rurales. Et nous partons maintenant pour Yamoussoukro. Le président du Sénat a présidé une séance plénière de délibération portant sur 17 projets de loi examinés en commission. Et cette séance a été une occasion pour procéder au renouvellement du bureau du Sénat en conformité avec le règlement de l'institution. Cette séance plénière a connu son dénouement après 10 heures de travaux, comme nous l'explique Kader Sogodogo. Jour de plénière au Sénat, le président de l'institution, Jano Ahoussou-Kouadio, est présent en personne pour conduire les travaux. Tout commence par le renouvellement du bureau, comme le stipule l'article 7 du règlement. Information majeure, le sénateur Ndoyi Yapi Raymond du RHDP est promu vice-président, en charge du développement durable et de l'aménagement du territoire. Seribi Nguessan du PDCI-RDA est nommé secrétaire du bureau. Tous s'engagent à travailler pour le rayonnement du Sénat et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord le sentiment de reconnaissance à l'endroit du président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, et du président du Sénat qui m'ont fait confiance après mon entrée dans ce grand parti, en m'acceptant d'abord dans le parti, en me faisant cette promotion. J'en mesure toute la portée. Et donc je me mets à la disposition bien évidemment de l'institution. Je suis disponible pour être vraiment à la hauteur donc, de cette mission qui vient de m'être confiée et je leur demande donc de prier pour moi pour que je puisse assumer cette fonction qui vient de m'être confiée. Pour le président du Sénat, la cohésion et le vivre ensemble doivent guider les promus. Ce qui fait la force du Sénat, c'est la cohésion, c'est l'entente. Et vous arrivez au bureau, je crois que vous devez porter un peu plus haut l'étendard de la cohésion et surtout l'étendard du Sénat. Pour les générations futures, on laisse nos traces. Un autre point saillant de cette plénière, la délibération relative à 17 projets de loi validés en commission lors du passage à des membres du gouvernement émissaires du président de la République. Ils ont surtout attrait au rapport de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde et au développement économique et social du pays. La plénière les a validés. La Marine nationale a acquis un nouveau patrouilleur. Il a été réceptionné il y a 4 mois à la base annexe de la Marine nationale dans la commune du Plateau. Ce navire militaire conçu pour accomplir des missions de défense et de service public en mer a été baptisé. C'était hier, ce qui consacre ainsi la mise officielle. Allô, Marie-Chantal Akanda, Jacob Kinibois. Espérance est le nom de baptême du nouveau patrouilleur de haute mer. Cette nouvelle acquisition contribuera à la surveillance des eaux nationales. La ministre Désirée Anne Ouloto, marraine, a eu le privilège de baptiser ce navire. Elle s'est réjouie pour cette initiative qui est très importante pour le renforcement des capacités de la sécurité maritime nationale. J'éprouve beaucoup de fierté de constater que notre marine nationale, à l'image de notre grande armée, se relève progressivement et à fière allure. Je voudrais exprimer donc ma joie, la grande émotion qui m'étreint, mais surtout ma fierté d'être ivoirienne en ce jour. Fierté de travailler auprès d'un grand homme, le président de la République, qui, de main de maître, conduit donc notre beau pays dans un climat aujourd'hui totalement apaisé, de grande sérénité, où les Ivoiriens vivent ensemble et ensemble travaillent donc pour des lendemains meilleurs. Je voudrais souhaiter bon vent à ce patrouilleur et prier encore une fois que la Sainte Patronne Sainte-Anne veille sur eux pour des missions toujours heureuses et fructueuses. Le patrouilleur Espérance de type offshore Patrol Vessel OPV-45 est un navire militaire de la classe des patrouilleurs hauturiers. Il est conçu pour des missions régaliennes de défense, des approches maritimes en vue de participer au rayonnement régional de la Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, salue cette montée de puissance. C'est beaucoup plus de protection en mer. La piraterie maritime est un fléau qu'il faut combattre et nous avons des patrouilleurs à mesure d'aller très loin dans les eaux maritimes. Et ceci est un avantage, comme vous avez pu le remarquer. Ce patrouilleur est très bien armé et ça permet de dissuader, ça permet de se projeter en mer à des milliers de kilomètres, ce qui est exceptionnel. Donc beaucoup plus de protection de nos eaux maritimes.
32 membres composent l'équipage de ce navire. Ils ont été distingués pour leur abnégation à la tâche. Ce sont eux qui ont conduit le navire à bon port venant d'Israël dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Voilà, et la lutte contre la vie chère s'accentue aussi dans notre pays. Et justement, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la production, de la promotion des PME vient de produire un communiqué après l'annonce de l'ajustement des tarifs de l'électricité. Le communiqué est lu pour vous par Sephora Zegui. Dans le cadre de l'assujettissement des tarifs d'électricité, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME porte à la connaissance des opérateurs économiques de l'instauration du principe de l'information préalable et de la concertation avant toute révision des prix des denrées de grande consommation en général et en particulier les prix des produits soumis à la réglementation des prix et de la concurrence conformément au décret numéro 2022-167 du 9 mai 2022. Par conséquent, en application de l'article 3 nouveau de l'ordonnance numéro 2022-158 du 9 mars 2022 portant modification de l'article 3 de l'ordonnance numéro 2013-162 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence telle que modifiée par l'ordonnance numéro 2019-389 du 8 mai 2019 pour toute modification tarifaire impliquant une augmentation de prix des produits de grande consommation, les opérateurs économiques des secteurs d'activité significativement impactés sont invités à prendre attache avec la Direction générale du commerce intérieur, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, tout en invitant les populations au signalement de toute hausse excessive des prix, exhorte l'ensemble des acteurs au strict respect des dispositions susmentionnées et à la dénonciation de toute révision de prix en dehors du cadre de concertation. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les équipes du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain en vue de lutter contre toute pratique spéculative. Le présent communiqué prend effet à compter de sa date de diffusion. Voilà, c'était le communiqué du commerce, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, communiqué lu pour vous par Sephora Zegui. Et le PJGouv est en marche. L'insertion des jeunes est prise en compte dans les programmes et ces programmes viennent d'être lancés. L'initiative est de contribuer à réduire la pauvreté et le chômage des jeunes en accordant un appui à la création des activités génératrices de revenus. On en sait plus avec Patricia Kouakou et Jean Magagui. Le gouvernement lance son projet d'entrepreneuriat en faveur des jeunes, PJGouv, sur une période de 2 ans. Ce programme est destiné à la création d'activités génératrices de revenus, AGR. Supervisé par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'agence Emploi Jeunes, ce projet vise l'insertion professionnelle de 264 717 jeunes. Montant global, plus de 105 milliards de francs CFA sur la période 2023-2025. Ce sont 35 156 jeunes qui bénéficieront pour cette année d'une aide gouvernementale de plus de 13 milliards de francs CFA. Nous, bénéficiaires de ce programme d'entrepreneuriat initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons rêvé grand pour nos activités, pour notre pays, et c'est pour cela que nous avons décidé d'entreprendre. Restauration, commerce, imprimerie, pâtisserie sont entre autres les secteurs d'activité ciblés par l'État. Une vision qui s'inscrit dans le concept du chef de l'État, année 2023, année de la jeunesse. Je demande aux jeunes de prendre d'assaut tous les guichets dès lundi, dans les mairies, en ligne. Parce que pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux mairies, etc., vous pouvez aller en ligne pour déjà vous enregistrer. Aller dans les sous-préfectures pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour accéder donc aux différentes informations et possibilités donc d'insertion. Dire aussi que tout est gratuit. Sachant combien vous êtes mobilisés pour le développement de notre pays à travers ces différents projets, je vous demande de vous serrer les mains et de ne pas aller à l'échec, d'éviter la dérision. À l'occasion du lancement de ce projet, 10 jeunes ont reçu symboliquement des chèques allant de 9 à 30 millions de francs CFA. Une convention a été signée avec la fondation CEFIS pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire.
Il y a aussi des défis à relever en matière de logement dans notre pays. Justement, c'est parti pour la 4e édition du Forum international du logement social, économique et standing à Abidjan. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme veut relever le déficit continu de logement dans notre pays qui est estimé à 600 000 au total. Bruno Kone-Nabanye a donc sonné la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de l'habitat urbain. L'objectif est de construire 40 000 logements par an. L'enseigne Bakayoko. Avec 52% de taux d'urbanisation, la Côte d'Ivoire enregistre un déficit de logement estimé à environ 600 000 unités, chiffre qui s'accroît à un rythme annuel moyen de l'ordre de 10%. Pour faire face à cette problématique, le gouvernement a engagé un programme présidentiel de construction de 150 000 logements à réaliser à l'horizon 2025. Ces résultats, c'est entre autres aujourd'hui la constitution de réserves foncières de plus de 2000 hectares de superficie, l'aménagement et la viabilisation des sites pour un coût de plus de 100 milliards de francs CFA. Ces efforts ont permis aujourd'hui la construction et surtout de l'habitabilité d'environ 30 000 logements sur l'ensemble des sites mobilisés. Ce qui restait encore insuffisant au regard des besoins importants du secteur. L'accompagnement bancaire et fiscal des professionnels de l'immobilier reste encore précaire. Le financement des logements sociaux ou à coût modéré pour de larges plans de population non bancarisés est encore à chercher. Le problème du foncier reste cependant. D'où la réforme des instruments institutionnels, techniques et financiers dédiés au secteur de l'habitat. Je vais en évoquer quelques-uns. La création de l'Agence nationale de l'habitat, la mise en place du Fonds de garantie du logement social, la recapitalisation de la BHI, la mise à disposition de ressources stables et pérennes dédiées au financement du logement social par l'institution des taxes parafiscales sur certains matériaux de construction. Ces ressources permettront notamment à l'État de financer plus aisément les purges, les VRD, de financer le Fonds de garantie du logement social, de financer l'opérationnalisation de l'ANA. Ce dispositif nouveau a déjà commencé à porter ses fruits avec la concrétisation d'investissements importants dans le secteur. L'on enregistre des intentions d'une trentaine d'opérateurs pour plus de 400 000 logements projetés, dont certains chantiers ont déjà démarré. Et notez par ailleurs qu'il existe désormais un nouvel outil de communication. La cérémonie de lancement de nouveaux dispositifs de communication gouvernementale dénommé Jour de marché s'est tenue aujourd'hui même vendredi dans la commune d'Agamé. C'est une initiative du CICG en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le gouvernement souhaite à travers cet outil s'adresser aux populations avec des éléments de langage accessibles et compréhensibles à tous. Amidi Rasouba, Jamagagi. Jour de marché, le nouveau concept de communication du gouvernement est lancé dans la commune d'Adjamé. Cet instrument s'adresse aux populations avec les éléments de langage accessibles à tous. Pour cette première phase, ce sont les usagers des marchés, forums et gourous qui sont instruits sur les précautions à prendre pendant la saison des pluies et les violences basées sur le genre. Ceci est une initiative du Centre d'information et de communication du gouvernement CICG en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Madame la ministre est venue nous informer qu'il y aura un grand jour, le jour du marché, qui va concerner tous les points concernant la Côte d'Ivoire, concernant notre domaine, concernant les femmes, concernant les enfants. Qui dit femme, pas de la jeunesse. Le maire d'Adjamé approuve cette action qui s'inscrit dans la vision de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Cette initiative permettra à ces femmes-là d'être au fait de toutes les actions gouvernementales et également pour toutes les lois qui les concernent. Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, a exhorté les femmes à s'approprier ce concept. Je vous demande de soutenir l'action de Madame le ministre avec beaucoup de discipline. Soyons des femmes et des hommes bien informés pour ne pas que l'information soit déformée. La communication de proximité est une priorité
pour lutter contre la désinformation, dit la ministre Nasseni Batouré. Les femmes et les enfants ont une place de choix dans le programme de la Côte d'Ivoire solidaire. Elles sont au cœur de la politique du président de la République. C'est pour ça que nous avons vraiment pris ce projet à bras le corps et le lancer aussitôt, venir vers les femmes, passer les informations. Alors il y a plusieurs informations. Vous savez que le président est le premier président IFORCHI francophone du continent et qui est vraiment un soutien capital pour les femmes et qui a pris des lois de 2012 à aujourd'hui dans ces 11 dernières années pour protéger la femme. Jour de marché, ce dispositif de communication gouvernementale sera déployé dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les mesures du chef de l'État seront transmises dans les langues vernaculaires du pays. On en arrive à notre dossier vide ici de ce 20h. Ce soir, nous vous proposons une enquête sur les cas de grossesse en milieu scolaire dans notre pays. Après la région de la Nawa en tête de classement avec 294 cas de grossesse enregistrés de septembre 2022 à avril 2023, nous mettons le cap aujourd'hui sur le Gontougo. Les projecteurs sont donc braqués sur Bondoukou, qui donne aujourd'hui le bon exemple dans la lutte contre ce phénomène. Le département a réussi à réduire de près de 70% le taux de grossesse en cours de scolarité en 5 ans. Quelle est donc la recette de cette région? Bondoukou, bon élève, en matière de lutte contre les grossesses scolaires, partage son exploit dans cette enquête réalisée pour vous par Victorine Yaoyoboui. Nous sommes le 28 février 2014 à Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo. Kandia Kamara, alors ministre de l'Éducation nationale, lance la campagne « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Le Gontougo choisit parce que le département de Bondoukou détient cette année-là la palme des grossesses de l'enseignement général. Classe de CM1, 172 cas. Classe de CM2, 916 cas. Le gouvernement lance un appel pressant en vue d'un engagement citoyen. Après l'onde de choc, l'organisation de la riposte. Le médecin-chef du médico-scolaire de Bondoukou en fait un défi personnel et les résultats deviennent visibles 3 années après. En année 2017-2018, nous avons pu avoir quand même 400 et quelques grossesses. À cet instant, nous nous sommes dit qu'il faut relever un défi en pensant à réduire de manière drastique le nombre de grossesses. Aujourd'hui, nous sommes environ à 148 grossesses. Motivés par ce retour satisfaisant, les représentants des ministères techniques, de l'initiative SWED, projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, et de la société civile de Bondoukou ont accepté spontanément de partager leurs recettes contre les grossesses en cours de scolarité sous l'œil approbateur du préfet de région, Séverin Andjou. Aujourd'hui, dans les enseignements, il est intégré un module sur les compétences de vie qui, durant ces cours, enseigne aux enfants comment se comporter sexuellement pour éviter plusieurs fléaux, dont effectivement les grossesses non désirées. Je voudrais ajouter à cela un point très important. Je vais m'appesantir sur le projet SWED, à savoir les espaces sur l'appui alimentaire. Ça a vraiment un effet sur ces filles. Après la théorie visite de terrain au collège moderne de Bondoukou, la première stratégie présentée séduit par son pragmatisme, c'est l'appui alimentaire piloté par SWED Côte d'Ivoire. Pour réduire la vulnérabilité des filles face à la faim, depuis 2018, un repas chaud est offert à 200 élèves véritablement exposés dans le Gontougo. Au bout de 5 années, ce sont au total 1000 jeunes filles qui ont évité une potentielle grossesse et ainsi échappé au décrochage scolaire. Le programme alimentaire m'a apporté beaucoup de choses. J'habite loin, donc les midis, je reste ici, je mange. Quand j'ai fini, j'étudie un peu, je me repose un peu. Je reprends les cours à 14h. Quand j'ai fini, je rentre chez moi à 18h. Ça me permet de bien me concentrer sur mes études. J'aime partager ma nourriture avec mes sœurs. J'aime pas que mes frères et sœurs restent affamés. Au plan pédagogique, les filles dominent véritablement au niveau des résultats. Au niveau du collège moderne, cette année, nous sommes passés de près de 30
grossesses en milieu scolaire à moins de 16. Nous pensons véritablement atteindre l'objectif 0 grossesse en milieu scolaire si toutefois le projet s'étend sur la durée. Deuxième axe majeur de la lutte, la promotion de la santé. Et les projets en direction des élèves ne manquent pas. On pourrait citer les espaces sûrs, mis en œuvre également par Suède, Côte d'Ivoire. Ce sont des lieux d'échange entre les élèves et des mentors, l'expérience ayant montré que l'intérêt premier des jeunes en matière d'information est porté sur la santé sexuelle et reproductive. Pour satisfaire ce besoin, un autre outil plus innovant est mis à la disposition des jeunes depuis 2021. Il s'agit de l'application e-santé jeune, téléchargeable sur le smartphone. Les identifiants que tu as mis pour t'inscrire, le pseudo plus le mot de passe et te met connexion. L'application e-santé jeune établit une interaction entre les adolescents et plusieurs spécialistes, notamment des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des juristes. Objectif, trouver une oreille attentive aux diverses préoccupations des adolescents. Dans cette application-là, on a ce qu'on appelle le chat, le forum des films éducatifs au niveau de la médiathèque. Ce projet du ministère de la Santé bénéficie de l'appui de l'UNFPA pour sa vulgarisation. D'où cette campagne de sensibilisation couplée aux activités culturelles et sportives au lycée moderne 1 de Bondoukou avant les vacances scolaires. Ils sont venus nous parler des méthodes contraceptives parce que sans les méthodes contraceptives, nous pouvons contracter une grossesse non désirée. D'ici à la rentrée prochaine sera lancé Suède Éducation. Ce levier viendra agir sur un point critique, le nombre trop important de grossesses dans les classes de 3e et de terminale. Sur les 1200 grossesses environ enregistrées sur les 5 dernières années, 595 proviennent de ces deux classes, quasiment la moitié des cas. On se rend compte que ces filles-là, des classes de 3e et terminale, sont les plus en état de grossesse. Et cela est dû au fait que souvent, pendant ces classes-là, ces filles-là, il y a des propositions qui leur sont faites pour pouvoir les aider à réussir à leurs examens. Étant des adolescentes, elles tombent dans ce piège-là. Et puis par la suite, la grossesse arrive et ça brise le cours de leur vie scolaire. Avec Suède Éducation, des cours en français et en mathématiques seront dispensés aux adolescentes en classe d'examen. La pédagogie différenciée, qui est une approche nouvelle. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les jeunes filles ont une peur bleue des mathématiques et en français. Donc, le ministre de l'Éducation a validé une stratégie qui vise à renforcer leurs capacités, permettre à la jeune fille moyenne qui a des lacunes observables d'avoir un niveau assez raisonnable qui lui permette donc de se défendre. L'appui alimentaire, l'application e-santé jeune, les espaces sûrs, sans oublier la sensibilisation des parents d'élèves. Ces actions ont accompagné l'ouverture de 12 collèges de proximité. Les écoles de proximité étant l'épine dorsale de la stratégie du gouvernement contre les grossesses en cours de scolarité dans le département de Bondoukou comme dans le reste du pays. Résultat, de 2018 à 2023, le taux de grossesse dans le département de Bondoukou a baissé de 67%. Toutefois, les acteurs du système éducatif du département recommandent une surveillance particulière des collèges de proximité par rapport à cette problématique. Sur les 148 cas de grossesse recensés cette année dans le département de Bondoukou, 45 proviennent de ces établissements. Les collèges de proximité de Tabagne et de Nyezimala sont en tête avec 12 cas chacun. Et la lutte doit donc s'accentuer. Bondoukou, bon élève en matière de lutte contre les grossesses en milieu scolaire. C'était l'enquête réalisée pour vous par Victorine Yao Yoboué. Le REP Massi a 20 ans, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida vient de célébrer ce 20e anniversaire à la Maison de la Presse au Plateau. Et le REP Massi a dressé le bilan de ces 2 décennies d'action de lutte contre le sida, nous explique Franck Quadio. 13 juin 2003, 13 juin 2023. Le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et la promotion de la santé en Côte d'Ivoire, REP Massi, a 20 ans. 20 années d'existence et 20 ans de parcours au niveau national contre les méfaits du sida et autres pandémies.
Un parcours qui, à la réalité, est, selon la présidente du conseil d'administration, une mission accomplie. Nous avons donc bénéficié de renforcement des capacités parce que nous, en tant que journalistes, la chose de la santé n'est pas forcément notre quotidien. Et cela a permis à des partenaires de pouvoir nous contacter pour mener des projets de sensibilisation à l'endroit des populations ici à Abidjan et même à l'intérieur du pays. En première ligne de la lutte contre le VIH-Sida, que de souvenirs évoqués par le fondateur du REPMACI, Bamba Youssouf. Le REPMACI est venu pour régler un problème de communication parce que quand le sida est venu, personne n'était informé. Donc il fallait trouver des informations justes. Les médecins avaient ces informations. Nous nous sommes organisés pour porter vraiment la bonne information aux populations. Pour dire que la personne qui a le VIH n'est pas une personne contagieuse. Il y a juste des choses à faire pour savoir qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas. Et si nous l'avons, on peut vivre longtemps avec le VIH. Cette célébration des 20 ans d'activité, ce sont des témoignages en images. Pour les professionnels des médias, les nombreuses actions menées par le REPMACI ont leur pendant positif. Au lycée déjà, j'étais très active au niveau de la CESAM, qui était notre cellule de lutte contre le sida. Donc le REPMACI, pour moi, c'était un peu la continuité de ce que j'avais commencé. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, c'est beaucoup de fierté de savoir que cette organisation a su, au-delà des années, continuer son action de sensibilisation et travailler dans les communautés. Les festivités des 20 ans d'existence du REPMACI sont aussi agrémentées par un panel explicatif d'experts en santé sur la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Des points sont relevés, mais aussi des attitudes en cours d'actualité pour ne pas contracter cette maladie. Le district autonome du Denguélé vient de lancer la réalisation de son schéma directeur et cet instrument va offrir notamment une vision prospective, un essor intégré et un cadre de cohérence des actions du gouvernement dans cette circonscription. Expliquer et valider le cadre méthodologique retenu pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire. Une initiative qui s'inscrit dans une approche participative et inclusive. C'est l'objet de la réunion du Conseil du district autonome du Denguélé. Il s'agit, selon le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, d'identifier les potentialités des départements du district, de suivre un calendrier d'approche et obtenir des financements. Ce schéma directeur va permettre de répertorier l'ensemble des besoins des populations. Parce qu'on part de ce que les populations souhaitent pour leur bonheur, pour qu'effectivement on puisse faire un plan qui nous permette de faire une réalisation harmonieuse des projets et programmes que nous allons mettre en route au niveau du district du Denguélé. Accueillant la phase de lancement de ce schéma directeur, le premier magistrat de la commune de Madinani se dit entièrement disponible à accompagner et soutenir ce projet. Madinani a eu la chance déjà de passer par cet exercice en établissant le document similaire à l'échelle de la commune et du département. Ainsi donc, nous offrons la collaboration à cette équipe de techniciens qui viendra, et non seulement dans le département de Madinani, mais sur toute l'étendue du district, afin de pouvoir les accompagner pour réaliser ce objectif. Ce schéma directeur adopté doit permettre également de planifier des actions concertées pour trouver des solutions à l'insuffisance des infrastructures routières, au déficit en matière d'équipements structurants, à l'insuffisance des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes du district autonome du Denguélé. Voilà, candidat aux élections municipales à Cocody qui aura lieu donc le 2 septembre prochain. Le candidat Éric Tabar du RHDP continue de recevoir des soutiens. Voyons le soutien des peuples Agni et Baoulé. On en sait plus avec notre reporter Éric Gori. Ce soutien des peuples Agni et Baoulé, manifesté par la mobilisation de ces deux peuples, va au-delà des frontières de Cocody. Cette délégation conjointe a eu l'appui des têtes couronnées, des élus et cadres du centre et de l'est de la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs de cette rencontre, Éric Tabar est le bon pion, eu égard à ses qualités, dont la persévérance et la loyauté. Nous avons vu Éric Tabar, dans la discrétion, mais dans l'efficacité certaine, engager sa responsabilité aux côtés du président de la République au moment
où bien des personnes étaient gagnées par une forme de découragement. Éric est resté toujours égal à lui-même, aux côtés du président, dans une ligne de fidélité et de loyauté. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Akaouli Eugène, a au nom des deux communautés prononcé ces mots. Quand tu es élu ici, tu dois connaître ta place. Tu dois savoir que tu n'es pas plus que les autres administrés et te faire accepter par les autres. Donc nous avons ici vraiment, avec Éric Tabar, l'homme qui a le profil, et son profil fera que tout le monde se mettra à son service. Le candidat Éric Tabar se dit disponible pour ses futures échéances électorales. Aujourd'hui, je vois les acquis. Je suis sûr et certain, convaincu qu'avec l'aide de tous, nous allons y arriver. Comme dit souvent le président de la République, allons seulement, allons. Avant d'être désigné candidat du RHDP aux élections municipales prochaines, Éric Tabar a toujours été aux côtés des populations de Cocody, selon plusieurs témoignages qui ont été faits. Et ce drame qui continue de choquer le monde, un navire de pêche qui transportait près de 750 migrants a fait naufrage dans la nuit du 13 au 14 juin au large de la Grèce alors qu'il tentait de regagner l'Italie. Pour l'heure, seules 104 personnes ont pu être secourues et l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise à mesure que le temps passe. Le navire avait emprunté une route jusqu'alors méconnue et pourtant de plus en plus fréquentée, celle partant de l'est de la Libye. Il pourrait s'agir du naufrage le plus meurtrier en Méditerranée depuis celui d'avril 2015 où 800 migrants avaient trouvé la mort. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur ce drame. Des passeurs ont été arrêtés. Et notez que demain, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie. C'est une bonne nouvelle, heureusement, qui va nous permettre donc de clore ce journal. Demain, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Les éléphants seront face au Chipolopolo en Zambie et ce match sera transmis en direct sur RTI 1 à partir de 13h. Et en raison de ce match, le journal de 13h sera décalé à 12h20 sur RTI 1. Passez une très très belle soirée sur nos antennes. Demain 20h ici, sur ce même plateau, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly. Prenez soin de vous.